qui se font peut-être en dehors de son secteur d'activité, et voir comment il peut ou pas changer la vision de son entreprise. Parce que là où je rejoins parfaitement Laurent Fiard ici, c'est que c'est surtout et avant tout mettre en perspective la stratégie de l'entreprise. Un dirigeant doit porter cette stratégie, doit être capable de l'expliquer, doit être capable de le faire adhérer et de le faire vivre à ses collaborateurs. Par contre, la stratégie d'une entreprise aujourd'hui, elle n'est peut-être plus la même de par la vitesse avec laquelle les technologies se sont développées. Donc pour ça, un esprit d'ouverture, une compétence d'écoute de ses salariés et notamment une capacité à aller au-delà de son propre activité et aller voir dans d'autres secteurs, c'est à la base d'une réflexion sur la stratégie. Comme dans la formation, moi je travaille à EM Lyon, donc notre cœur de business c'est la formation. J'ai le bénéfice, si je puis le dire, de diriger la transformation interne à notre organisme. La formation avant pouvait se résumer en j'outille les gens, je donne les gens les outils pour qu'ils puissent réussir dans une domaine ou dans une autre. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'outiller les personnes. Il faut les accompagner dans l'ouverture d'esprit, il faut les accompagner dans leur démarche de réflexion sur la stratégie. Tout comme, pour moi, le numérique ne se réduit pas à l'implémentation d'un outil tel une plateforme collaborative ou une plateforme de messagerie instantanée qui est peut-être nouveau pour beaucoup d'entreprises. Ce sont des réponses à des questions et à un positionnement stratégique. Donc pour moi, la compétence, pour nous, en tant qu'école, ça voulait dire changer notre positionnement de quelqu'un qui forme et qui outille des personnes avec des connaissances vers un architecte de connaissances, mais un réalisateur de compétences. C'est un vrai virement différent. C'est vraiment super intéressant, et moi ce que je trouve vraiment marquant, et en même temps c'est difficile à mettre en place, mais effectivement, passer de cette logique d'outils à cette logique d'accompagnement, j'ai l'impression que ça passe surtout par l'apprentissage de soft skills, parce que j'ai noté finalement les qualités nécessaires à un dirigeant aujourd'hui dans ce que vous avez dit, l'agilité, la vision, l'ouverture d'esprit, l'écoute, l'adaptabilité. Concrètement, comment on forme à ces soft skills? Je sais qu'à EM Lyon, vous avez mis en place un programme là-dessus. Si on peut en savoir un petit peu plus, ce serait super intéressant. Tout à fait. En fait, on a une gamme de programmes selon les besoins des entreprises et ou des personnes en face. Là, nous venons de lancer en collaboration avec Visiative un programme qui aide les dirigeants à piloter la transformation de leur entreprise et qui effectivement commence par l'ouverture d'esprit, l'initiation à la culture digitale, parce que un dirigeant n'a pas forcément besoin de maîtriser parfaitement les outils. Il y a des personnes qui vont dans son entreprise mettre en œuvre ces outils et les utiliser au quotidien. Le dirigeant doit pouvoir reconnaître les opportunités que certaines technologies et ou que certains outils lui apportent dans son business. Donc la formation en question, qui s'appelle transformation des organisations, transformation digitale dans les organisations, il débute par une initiation à la culture digitale, mais il ne va pas jusqu'à la formation pure sur les outils et ou des technologies. C'est vraiment juste avoir suffisamment de connaissances de ces outils-là pour pouvoir les ramener, réfléchir et les mettre en contexte de son propre stratégie. Ensuite, il y a effectivement des modules où on retravaille et on repositionne la stratégie de l'entreprise qui est questionnée, qui est fait en collaboration avec d'autres dirigeants qui font partie, avant de même attaquer la partie management, faire adhérer les gens. Moi, étant la directrice de la transformation à Lyon, où c'est un environnement où le professeur, par exemple, incarnait le savoir, avec l'arrivée de l'Internet, l'ouverture des connaissances à tout le monde, là, pour le coup, il est fort possible que quelqu'un dans la salle du professeur lui dit « Écoutez, je suis désolé, mais Wikipédia m'a dit autrement. Vous avez pas forcément tous les savoirs. » Et donc, ce changement de mentalité et accompagner les personnes pour qu'ils comprennent pourquoi ils doivent changer, ça passe par la communication et faire adhérer à la vision stratégique
qui a intégré les clients et ou les modes numériques. Et vous, du coup, Laurent Fiard, dans quelle mesure êtes-vous associé à ce programme? Donc nous, on apporte justement les usages et les expériences numériques que l'on a réalisées au travers d'expériences clients, hein, c'est-à-dire quel que soit le secteur d'activité, aussi bien le manufacturing que le retail, que les sociétés de services, et cette expérience qui part justement des business, de la business value, les enjeux de l'entreprise, et comment ces entreprises ont pu faire de la croissance de chiffre d'affaires et gagner en excellence opérationnelle grâce à la mise en place d'outils, et sachant qu'on est plutôt, on part de diagnostic, hein, donc toute l'initiative qui est d'ailleurs faite par le MEDEF, à partir du diagnostic numérique, aligner ce diagnostic par rapport aux enjeux business de l'entreprise, et puis réinventer nos modèles économiques. Et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde des entreprises à forte croissance, ou ce qu'on appelle les entreprises scale-up, exponentielles, on est allé chercher en fait des nouveaux modèles économiques qui pour certains à coût marginal zéro, d'où la relation avec l'entreprise plateforme, c'est-à-dire j'anime une communauté, je fais en sorte que ma communauté me permette de créer de la valeur, et j'invente des modèles économiques qui sont sous la base de freemium, donc free dans un premier temps et puis premium dans un deuxième temps. On a nous-mêmes des modèles économiques comme ceci dans notre entreprise, et derrière on réinvente les modèles. Donc les modèles économiques, c'est des modèles à coût marginal zéro, des modèles bâtis sur des plateformes au travers des communautés, c'est les modèles économiques de staff on demand, c'est comment une entreprise passe de CAPEX en OPEX, c'est comment je peux mettre des algorithmes dans certains processus pour aller chercher de la donnée et de réinventer certains modèles économiques, et puis comment je vais aller chercher l'engagement de mes collaborateurs pour qu'ils soient là aussi porteurs d'initiatives et créateurs de valeur. Donc vous voyez que je ne parle pas de numérique à part le mot algorithme, c'est surtout se dire comment, grâce au numérique, je vais pouvoir réinventer mon modèle économique et faire en sorte d'être en proximité avec mon écosystème. Et ces pistes de réinvention du modèle économique, elles sont applicables pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur? Effectivement, nous on a l'expérience d'entreprise industrielle qu'on est en train de réinventer sur ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire quels sont les produits ou les services qui sont à double digit de croissance dans votre entreprise. Donc on va retrouver dans une entreprise industrielle potentiellement les pièces détachées. Donc comment je réinvente ma proximité client, service après-vente pour aller vendre plus de pièces détachées. Et donc du coup on réinvente la proximité numérique avec le client. Donc des exemples comme ça on en a de nombreux. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher de la croissance grâce au numérique. Et on va mettre après en place l'outillage. Mais est-ce que le dirigeant d'entreprise doit savoir comment fonctionne l'outillage? Personnellement, je ne crois pas. En tant que dirigeant d'entreprise, on a autre chose à faire, et notamment réinventer la stratégie et faire en sorte qu'on soit encore plus en proximité avec les collaborateurs et l'écosystème et les clients. D'accord, très bien. Je vois que Ivan brûle d'envie d'intervenir. C'était pour faire différentes choses qui ont été dites. Moi, la première, c'est quand on parlait des traits ouverts. Moi, par exemple, à nos salariés, quand j'avais des équipes beaucoup plus larges, même en entreprise, je disais si vous faites vos travaux et vos objectifs, je suis très content. J'ai dit, mais si je suis en train de me tromper et vous ne dites pas, là, je serais vraiment en train d'errer. Donc, c'était vraiment de dire vous savez plus que moi, donc ce côté était très important. Le deuxième, c'était beaucoup dit, donc finalement, qu'il faut former à des compétences, à des soft skills et tout ça. Et par exemple, une des choses qu'on dit nous chez Domocio, parce que chez Domocio, ce qu'on fait, c'est l'apprentissage adaptatif, donc c'est utiliser des algorithmes pour former les gens, en fait, personnaliser l'apprentissage de chaque personne. Donc c'est vraiment, finalement, tout ce qui finalement est plus connaissance ou plus compétence de base, de le donner à l'outil qui va personnaliser, et à partir de là, pouvoir faire un accompagnement, parce que finalement, ce qu'il fait sur la plateforme, ça va permettre à la personne qui va l'accompagner d'être exactement où est-ce qu'il a le problème, où est-ce qu'il faut l'accompagner, ou sur quoi il faut le pousser pour aller plus loin. Donc c'est aussi comment utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour personnaliser la formation sur des choses qui peuvent être faites finalement du côté numérique. Alors il y a quelque chose qui est aussi important à mon avis, c'est qu'effectivement on a parlé de la formation, un nouvel écosystème, pas forcément des formations techniques. Il y a aussi la formation finalement à l'agilité qui est assez importante, et pour ça il faut s'inspirer des startups. Et donc c'est ce que propose notamment le NUMA, en fait, qui va aider les dirigeants finalement de PME traditionnelles
à s'inspirer des bonnes pratiques des startups. Tout à fait, et c'est vrai que ce que tu viens de dire illustre et dégadgetise le propos de dire on va se former à travailler comme des startups, avec des startups, parce que tu viens de décrire comment finalement tu développes ton produit et ton offre en collant au plus près constamment aux besoins de tes utilisateurs finaux, en le remettant en question constamment. Et ça, c'est une compétence qui est mais précieuse et indispensable aujourd'hui pour continuer d'évoluer. Et c'est vrai que chez Numa, ça fait 16 ans maintenant qu'on accompagne des startups pour accélérer leur mise en marché ou leur lancement de produits. Et donc on accompagne des entrepreneurs tech à se lancer à se développer et dans le monde aussi, parce qu'aujourd'hui on est sur 8 pays. Et ce qu'on a pu noter, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs tech ont les savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour trouver les solutions de demain. C'est-à-dire qu'on pense vraiment que la façon, les méthodologies de travail qu'ils ont développées de leur vécu d'entrepreneur tech sont indispensables et pour des solutions pour le monde de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs tech ont réussi à faire de l'absence de temps, de l'absence de moyens, leur passion, les outils pour innover. Aujourd'hui, quand on parle de design thinking, de lean, de sprint, de prototype, de MVP, en fait, c'est pas que des gros mots réservés à des geeks de moins de 30 ans pour des entreprises de moins de 30 personnes. C'est vraiment de vraies méthodologies de travail, au-delà de l'aspect soft skill, qui peut être développé et appliqué aux réalités des entreprises. Donc, c'est finalement des outils et des méthodologies, des process qui aident et finalement permettre de construire les business models, les solutions, en évitant de tomber amoureux de ces solutions, justement, et en restant bien centré sur ses clients, et en continuant de nourrir la passion pour son projet. Alors je vois que Ivan et Wendy brûlent encore une fois d'envie d'intervenir. On va laisser la parole à Ivan et ensuite à Wendy. C'était juste pour rebondir sur ce que Perrine disait, c'est que même toutes ces méthodes, MVP, design thinking ou autres, c'est une transformation culturelle. Même si c'est une méthode, c'est vraiment... d'abord, il faut l'accepter. Pour l'accepter, c'est se dire, je vais écouter les utilisateurs finalement. Dans une vie passée, je ne dirais pas dans quelle entreprise, mais pour vous l'imaginer, si vous voyez mon parcours, on devait développer un nouveau système d'information RH, parce qu'on changeait toute l'organisation, et je me disais, définis, fais les spécifications du système. Je dis, est-ce que je peux parler les futurs utilisateurs? Non. C'est vraiment une transformation culturelle, même si on a toutes les méthodologies, toutes ces nouvelles façons de faire, il y a une vraie transformation culturelle dans ce sens. Finalement, est-ce que le fait de ne pas pouvoir parler aux clients, ça a empêché quelque part la mise en place d'une solution efficiente ou pas? Alors, j'en ai discuté, mais dans le café, dans des réunions finalement informelles, parce que c'était des utilisateurs qui allaient tester, parce qu'on avait travaillé déjà avec eux sur la mise en place de l'organisation, mais officiellement, je n'avais pas droit. Et ça posait beaucoup de problèmes de gestion des conduites de changement. C'est exactement mon quotidien. Merci. En effet, moi, en tant que directrice de la transformation de Lyon, j'ai eu l'approche d'inclure les étudiants dans qu'est-ce que vous attendez de l'école de demain. Voilà. J'ai fait des workshops avec des étudiants, donc des workshops qui étaient basés effectivement sur les techniques du design thinking, avec les bases de l'innovation, avec les personas qui en sortaient, etc. Et ensuite, on bâtissait des solutions par rapport à leurs problèmes, en lien avec la vision de notre dirigeant. Et c'est exactement ce qu'on propose également aux personnes et ou aux entreprises qui viennent se former chez nous. On a transformé le campus ici à Paris, qui est vraiment un lieu de coworking, qui inclut un Fab Lab qui peut faire du prototypage, qui inclut des espaces collaboratifs beaucoup plus que des salles de classe.